Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où l'on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Leforestier, recordman du monde et légende du ski nautique figure. Salut Nico, merci beaucoup de nous accueillir ici à Muret. Salut Xavier, c'est un plaisir. Début de saison au mois d'avril, on est pas mal. On est bien, juste au bord du plan d'eau. Est-ce que tu peux nous présenter juste là, visuellement, pour les gens qui nous écoutent, à quoi ça ressemble Muret quand on arrive ici ? Alors Muret, quand on arrive ici, c'est un plan d'eau qui a été construit exprès pour le ski nautique, donc qui fait 900 mètres de long, 80 mètres de large, je crois, quelque chose comme ça. Ça ressemble beaucoup à Roquebrune pour ceux qui le connaissent, donc c'est des plans d'eau qui à l'époque ont été faits exprès pour ça. On est centre de ressources fédérales, donc on a tout ce qu'il faut pour pratiquer les 3 disciplines à très haut niveau, avec un clubhouse sur place, donc c'est idéal à 8 minutes de chez moi, donc parfait pour ma fille qui maintenant profite de ce plan d'eau. Ouais. Et du coup à quoi, 20-25 minutes de Toulouse ? 25 minutes au sud de Toulouse, ouais. On est bien placé. On est pas mal. Un peu une terre de ski nautique, il y a beaucoup de ski nautique et de wakeboard autour de Toulouse. Il y a énormément de lacs, ouais. Moi j'ai connu la première grande compétition, c'était le championnat du monde à Sesquières en 1985. Je suis venu en tant que spectateur, j'avais 12 ans, c'était un grand moment. Tu vas nous en parler. Avant ça, peut-être est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, dire d'où tu viens et surtout comment tu as découvert le ski nautique ? Comment tout a commencé ? Alors moi Nicolas Leforestier, donc aujourd'hui j'ai 52 ans, fraîchement depuis le 30 mars dernier. Je suis en couple avec la mère de... ça va être compliqué, ça m'embarquer là-dedans. Voilà, donc j'ai 4 enfants, 3 d'un premier mariage qui habitent en Afrique du Sud, qui eux aussi font du sport à haut niveau, mais dans le hockey. Et une petite dernière, Maëlys, qui elle a pris le ski nautique comme passion. Et je me suis malgré moi fait embringuer là-dedans et elle est en équipe de France U14 et voilà, mais c'est un grand plaisir moi de pouvoir être de retour dans le bateau après une petite pause après ma carrière. Ouais. Alors l'autre question c'était comment j'ai démarré, comment tout ça a commencé. Où est-ce que tu as découvert le ski ? En fait tout a commencé avant même que je sois né, puisque mon grand-père maternel, qui était inspecteur général des finances, était en poste à l'ambassade à Abidjan et a cofondé avec Yves Bennett le Barracuda Ski Club, qui était le ski nautique club d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc ma mère qui suivait sa famille était jeune professeur diplômé. Mon père faisait son service militaire en coopération en tant que médecin. Et ils ont découvert le ski nautique comme ça en sport de loisir. C'était vraiment le truc qui faisait le week-end. Et quand ils sont revenus en France et qu'ils sont installés en région nantaise, mon grand-père paternel leur a laissé un terrain sur lequel ils ont construit leur maison sur les bords de l'Erdre, la rivière, où s'entraînait Patrice Martin à l'époque. Et moi, qui avais 6 ans quand on a emménagé à la Chapelle-sur-Erdre, ai découvert par moi-même ce qu'était le vrai ski nautique, le ski nautique de compétition, en voyant Patrice aligner des longueurs nuit et jour devant les fenêtres de la maison. Et tout gamin, je me suis dit, tiens, ce truc-là, j'aimerais bien le faire. Et puis j'ai commencé à regarder, à essayer d'imiter. Mais j'étais plus dans une logique, mais surtout mes parents étaient en train de se dire, ouais Nicolas, Et c'est un sport de loisir, le ski nautique, c'est pas un vrai sport. Ouais. Quoi. Et ça a cranté en fait au moment où Joël Martin un jour m'a regardé, m'a pris un petit peu, a commencé à me faire des vrais trucs sur un ski, et a commencé à m'entraîner, mais il n'y avait toujours pas cette envie de compétition dans la famille. Et comme à l'époque, mes parents avaient envie que j'apprenne à parler anglais correctement, ce qu'ils ont fait, ils ont écrit à Water Ski Magazine aux USA pour essayer de me trouver un correspondant américain. Ok.
Et l'idée de base, c'était il va se trouver un copain qui a à peu près la même passion que lui et ça va le dynamiser. Voilà, il va apprendre à parler anglais en faisant le sport qu'il aime. Donc la logique était plutôt bonne. Et en fait, on est tombé en face. La famille qui nous a répondu était la famille Mahana. Et alors les Mahana, c'est un nom qui dit pas forcément grand-chose. C'est Bill, le père, c'est la personne qui a fondé le club de ski de Sacramento en Californie, donc un grand plan d'eau sur lequel il y a eu des Malibu Open année après année, donc un grand fief du ski nautique. C'est un site magnifique avec plusieurs plans d'eau. Et donc c'était des gens qui étaient plus orientés compétition. Et quand la mère de Sean, mon correspondant américain, est venue en France, c'est eux qui... on a skié ensemble, mais eux, ils voulaient faire des compétitions. Et c'est elle qui m'a amené à ma première compétition en 1985 à Nancy. Ok. Voilà. Et j'ai fait 990 points. Je n'ai pas passé la barre magique des 1000 points à ma première compétition, mais ça y est, le doigt était mis dans l'engrenage de la compétition. Rendu à cette compétition à Nancy, les jeunes de mon âge m'ont dit « Mais Nico, pourquoi tu vas pas au championnat de France promotion ?» C'était le championnat de France des moins de 13 ans, qui avait lieu un mois plus tard à Troyes, au Terre Rouge. Et j'ai réussi à convaincre mes parents de me laisser y aller. Donc je suis allé faire ces championnats de France, auxquels je fais deuxième. Et là, Jean-Michel Coe, à la détection nationale à l'époque, se dit « Tiens, ce gamin-là... on le connaît pas, il nous raconte qu'il skie avec Joël Martin, il fait des trucs plutôt pas mal, on aimerait voir ce qu'il a un peu dans le ventre, et il m'a convié, Jean-Michel, à un stage du collectif national des gamins à l'époque, et là c'est parti très très vite par la suite, parce que voilà, première année, 3500 points, un an plus tard je faisais 4005, 2 ans après, voilà, et en l'espace de 5 ans j'étais quasiment au top niveau mondial en Open, donc ça s'est enchaîné très très vite. Trop bien. Et du coup, tu as eu l'occasion d'aller chez ton correspondant à l'époque. Tu as été aussi aux États-Unis pour... Alors, je devais y aller à l'époque quand j'étais dans ces années-là. Et en fait, je m'étais éclaté un tympan juste avant de partir. Aïe. Donc, ça avait été annulé. Et finalement, j'y suis allé, mais beaucoup, beaucoup plus tard. J'avais une mission professionnelle pour Orange, mon employeur, mais j'avais déjà 35 ans. Et j'ai eu l'occasion d'aller y passer un peu plus de temps. J'avais quand même fait quelques compétitions là-bas sur le site, mais... en fait, le retour aux États-Unis quand j'étais petit n'a pas eu lieu. En fait, je suis allé aux États-Unis, moi, pour la première fois, j'avais une vingtaine d'années. Ok. Du coup, ça commence comme ça. Tu découvres avec les championnats de France, puis tu es emmené dans les stages, etc. avec la Fédé. Et alors, comment ça se passe là? T'as quoi, 13, 14, 15? Ouais, ça commence la première année 12 ans, après 13-14 les années juniors. Un premier podium au championnat d'Europe en 87 à ma première sélection, alors que j'étais même surclassé en junior à l'époque. Donc à l'époque, les juniors, en plus, il y avait 2 catégories. Il y avait Dauphin. Dauphin, c'était 0 à 16 ans. Et ensuite, il y avait junior 16 à 18. Donc moi, j'avais 14 ans et je me suis retrouvé face à des gamins qui avaient entre 16 et 18 ans. Et j'ai réussi à accrocher une médaille de bronze. Donc c'était première grande fierté. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais faire l'effort de continuer, de m'entraîner dur. Et avec quand même quelques facilités, du très bon coaching aussi assez épisodique de la part de Joël Martin qui m'accompagnait dans ces premières années et qui m'a appris toutes les bases des figures un peu traditionnelles. Et ouais, voilà, c'est allé très très vite et avec déjà à l'époque un mental de gamin assez la tête dedans, de se dire faut que je gagne, je veux être le meilleur, avec un petit à l'époque un espèce de, je sais pas si c'était un complexe d'infériorité, mais de me dire en fait mes concurrents avancent plus vite que moi. Okay. Donc j'avais cette croyance que les gamins qui m'avaient battu l'année précédente, ils avaient appris tout ce que j'avais appris, voire plus, et que j'étais en retard. Donc je mettais les bouchées doubles. Et l'année d'après, quand j'arrivais, moi j'avais progressé de 1000 ou 1500 points sur mes parcours, alors qu'eux, ils étaient quasiment au même stade. Okay. Donc en fait, ça a été un peu comme ça. Ça m'a aidé à cravacher et à passer le cap. Ok. Là, à ce moment-là, tu es toujours basé près de Nantes? On est resté à Nantes, ouais, jusque moi quand je suis parti faire mes études en région parisienne.
Donc classe prépa juste après le bac. Donc à 18 ans, je suis parti faire mes classes prépa. Mais je continue à skier à Nantes et on est resté sur Nantes jusqu'en 95. Donc la mairie a décidé de nous virer de l'Erdre suite au mondial en 95 à Roquebrune. Ouais. Alors que Patrice était champion du monde et moi vice-champion du monde. Donc décision un peu bizarroïde. Et pendant quelques années, on a continué. Nous, on a été accueillis. Moi, j'étais accueilli à Pornic, donc là où mes parents habitent aujourd'hui, sur un petit plan d'eau. Le maire me laissait un plan d'eau à disposition pour m'entraîner l'été. C'était sympa. Il y avait le plan d'eau, la plage juste à côté. Donc, Trop bien. bon moyen pour passer des étés sympas. Ok. Donc après la vie à Paris, la classe prépa, et là tu commences la vie d'adulte, on va dire. Alors la vie d'adulte, oui, une nécessité cette vie d'adulte. Hein. On parlera peut-être plus tard de ce que coûte une saison de ski nautique et ce que ça implique financièrement. Moi, depuis tout petit, mes parents ils m'ont dit c'est pas le ski nautique qui va te faire gagner ta vie. C'est un sport sympa, mais c'est un sport qui coûte cher et puis les débouchés, ça va pas faire vivre ta famille. Donc le deal, il était assez connu à la base. Mes parents ils m'ont dit des bonnes notes à l'école, sinon tu skis pas. Donc j'ai réussi parce que aussi j'avais quelques facilités à l'école aussi, à mener de front complètement une carrière sportive et des études. Donc bac C avec mention, derrière classe préparatoire dans la meilleure prépa de France au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Et puis derrière, j'ai eu la chance d'intégrer Supélec, à Gif-sur-Yvette, donc bonne école d'ingénieur. Donc tout ça, c'est bien goupillé, tout en même temps arrivant à maintenir mon niveau de skieur de haut niveau. Et puis après, c'est poser la question de finalement comment est-ce que je poursuis, parce que rentrer dans la vie active, c'est encore un autre gap. Et là, j'ai eu la chance par des rencontres un peu fortuites et beaucoup de chance là-dedans, de tomber en fait dans l'année de ma promo à Supélec avec le fils de Jean-Louis Picpé, il s'appelait, c'était le directeur adjoint d'une entité d'Orange, qui était un ami d'Henri Serrandour, qui était le président du comité olympique, qui lui-même était un proche d'Alain Hamad. Okay. Et à un moment, quand je cherchais du boulot, j'envoyais des CV, pas de réponse, profil un peu bizarroïde. Et Alain a appelé Henri Serrandour en lui disant « Attends, on a quand même dans la fédé de ski nautique un gamin qui a fait des études de haut niveau, qui est sportif de haut niveau et qui se cherche un job. Est-ce que tu n'as pas des idées ?» Il a dit bah, « Tiens, j'en parlais à mon pote. » Il m'a dit « Ah oui, mais il y a mon fils aussi qui est dans la même promo, il connaît Nicolas. » Et c'est comme ça que ça fait. C'est comme ça que je suis rentré chez Orange en fin 98. Okay. Et j'y suis encore aujourd'hui, après avoir fait mon petit bonhomme de chemin. Et j'ai réussi à décrocher un job avec un contrat aménagé. Donc c'était des contrats tripartis entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'entreprise et moi-même. Donc une subvention du ministère à l'entreprise qui en échange délègue du temps d'entraînement et de compétition. Donc moi j'avais mes congés classiques plus 2 mois de liberté pour organiser ma saison. Donc c'est 25 jours de congé plus 40 jours de disponibilité. Donc j'avais en gros 85 jours par an pour gérer ma saison quand sont arrivés les 20 jours de RTT en plus. Ouais, ok. Et bah, du coup, là, tu commences aussi à faire, j'imagine, plus de compètes et les compètes à haut niveau. Tu disais tout à l'heure, donc ça coûte une certaine somme d'avoir une saison complète en ski nautique. Ouais. Comment tu t'es organisé à ce moment-là ? Alors, comment je me suis organisé déjà, j'ai eu la chance d'être à une époque où la fédération nous aidait énormément. Donc on avait des stages organisés préparatoires. Donc généralement, on avait 2 stages en Floride pour l'équipe de France, un au mois de mars, un autre au mois d'avril. On partait 2 semaines en Floride, tout frais payé. On n'avait rien à débourser pour aller au championnat d'Europe, au championnat du monde. On avait des crédits d'heures d'entraînement à Roquebrune-sur-Argence qui nous permettaient de skier à moindre frais au centre national d'entraînement. Donc déjà, ça c'était une énorme partie du budget de la saison. Et puis après, moi j'avais quelques sponsors qui, depuis que j'étais tout petit, en fait, moi j'ai toujours été très fidèle en sponsor. Et donc Camaro qui m'a aidé depuis que j'étais tout gamin, m'aidait bien financièrement. Ensuite, à l'époque, O'Brien, puis Reflex,
ont aussi contribué. Et puis voilà, de briques et de broc, on arrive à financer une saison avec quand même un équilibre assez précaire qui était que j'avais la chance de gagner la majorité des compétitions auxquelles je participais, donc des compétitions à cash price, et que en fait les cash price finançaient le delta. Oui, c'est que tu faisais quand même des perfs, quoi. Voilà, si je perfais pas, en fait, je mangeais pas. Et une petite anecdote qui est sympa, c'est la première année où j'ai gagné l'US Masters. On avait passé avec ma femme 3 semaines en Floride à se préparer. J'avais plus un radis, j'avais pas le moindre sou devant moi pour payer ne serait-ce que l'hôtel de l'US Masters. Ouais. Donc en fait, j'étais arrivé à l'US Masters à crédit. Et si je gagnais pas, en fait, je pouvais pas payer l'hôtel. C'était à peu près ça le truc. Et en finale, je skie, je gagne. Et ma femme me dit waouh, c'est génial, t'as gagné l'US Masters. Je lui dis ouais, c'est génial, on va pouvoir payer l'hôtel. C'était un peu le combat au moment, donc pas évident de joindre les deux bouts. Ouais. Mais globalement, voilà, j'ai toujours dit comme ça sur les compétitions pro, tel que ça se passe. Tu gagnes, ça va te couvrir à peu près les frais, tu vas mettre un peu d'argent de côté. À la deuxième place, tu es à peu près à l'équilibre, et à partir de la troisième place, tu commences à perdre de l'argent. Ouais, ok. C'est à peu clair, près comme ça que ça marche. Donc, c'est simple. Ouais, ok. voilà. Et puis il y a des moments, justement, une compétition où ça se passe mal, tu rentres chez toi, tu te dis putain, je serais resté sur le canapé, en fait, j'aurais pas dépensé d'argent. Ouais, c'est fou. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu es toujours en poste chez Orange. Tu peux nous dire ce que tu fais exactement? Alors toujours en poste chez Orange, je suis directeur d'équipe informatique dans le domaine du système d'information des réseaux. Alors quelque chose qui est assez compliqué. Je dirige à peu près 400 personnes, une centaine en France et autant en Tunisie, au Maroc et dans des sociétés de services. Donc c'est beaucoup de comptabilité, de management, de tenue budgétaire, un truc qui n'est pas ultra passionnant, mais voilà, ça reste un job qui est intéressant, qui a ses challenges, donc moi je m'y plais. Ce qui est sympa chez Orange, c'est que c'est une société où on peut tout faire, c'est tellement vaste. Je le dis parfois en entretien quand on essaie de me recruter dans d'autres directions d'Orange, ils me disent mais pourquoi tu restes encore chez Orange, t'as pas cédé aux sirènes des GAFAM. Je dis en fait Orange, on peut faire 1000 carrières tout en restant chez Orange. Dans les jobs un peu méconnus de chez Orange, il y a capitaine de navire câblier. Ok. Voilà, il y a des gens chez Orange, leur boulot c'est d'être capitaine d'un bateau. Donc, tu veux dire les câbles qu'ils vont mettre les câbles sous-marins, voilà, on les tire avec des gros bateaux spéciaux, et il y a quelqu'un qui est on sous-traite pas ça, c'est un employé d'Orange qui est capitaine du navire et qui commande ses équipes qui vont dérouler du câble sous-marin. Tu es déjà allé toi, sur un de ces bateaux? Non, justement, je suis en train d'essayer d'organiser pour mes équipes justement des visites pour pouvoir justement leur ouvrir un peu les chakras sur tout ce qui se fait dans la boîte. Trop bien, trop stylé. Ok. Est-ce que y a des passerelles un peu entre être sportif de haut niveau et puis avoir une carrière professionnelle? Il y a que ça en fait. Il y a énormément de parallèles, et d'ailleurs moi j'interviens en interne à Orange sur certains séminaires de managers pour raconter en fait tous les parallèles qu'on peut tirer entre une carrière de sportif et bosser dans une boîte. Alors ça va de l'organisation, la gestion du stress, le droit à l'erreur, le fait d'aller de l'avant, de se casser la gueule et de remonter. C'est des valeurs qui plaisent beaucoup dans les entreprises. Ouais. Et voilà, moi j'essaie au quotidien un peu d'insuffler à mes équipes cette dynamique, de leur dire tentez des choses. C'est pas à ce que vous réussissez qu'on va vous juger, mais plutôt à ce que vous avez essayé. Trop bien. Et du coup, si on revient un petit peu en arrière, les gros premiers titres que tu gagnes, si on revient un peu sur... Premier gros titre, c'est le championnat du monde junior en 1990, ouais. Donc, où je gagne l'Euro, et c'était une bonne saison, donc 90, 91, je passe en Open et je gagne le championnat d'Europe en Open dès ma première année en Open.
Et ensuite, j'ai enchaîné pas mal de titres de champion d'Europe. En gros, 1 sur 2 sur la première période. J'ai gagné l'Euro en 91, 93, 95, 97. Quand c'est pas moi qui gagnais, c'est Patrice qui gagnait les figures. On s'est partagé les titres en figures pendant toute cette décennie. Le championnat du monde, ça a mis un peu plus longtemps. Alors, entre-temps, j'avais gagné l'US Masters en 96 pour la première fois. Et le titre mondial, il aura fallu attendre 2021 pour que je le gagne, après 3 titres de vice-champion du monde. 2001 peut-être. T'as dit 2021. 2001, oui, 2001, le 2021. premier titre mondial, et vice-champion du monde en 95, 97 et 99. Ouais. C'est une période qui a été un peu difficile à vivre en fait sportivement, parce que je gagnais tout, mais le mondial se refusait à moi, et se refusait à moi pas toujours pour des raisons très, très justes sportivement. On pourra toujours refaire l'histoire, mais il y a, sur les 3 titres de vice-champion du monde entre la période 95 et 99, il y a au moins 2 de ces titres sur lesquels en fait j'avais gagné sur l'eau, et ça s'est joué un peu sur tapis vert, au niveau de jugement très 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 questionnable, je dirais, dont le dernier en fait très honnêtement, j'ai failli raccrocher les skis. Heureusement que j'avais la tête un peu solide en 99, où le titre se joue sur une figure, sur un jugement à 3 contre 2. Et la juge américaine qui fait basculer le jugement, histoire de comprendre, je vais la voir après l'épreuve, je lui dis pourquoi ? Et là, elle me dit, et à l'époque, il n'y avait pas de caméra dans le bateau, on jugeait de la berge. Et elle me dit, tu skis très vite, le bateau il va un peu vite aussi, donc c'était loin, j'ai pas bien vu et j'ai cru que peut-être tu n'avais pas bien fait ta figure. Et donc je perds un titre de championnat du monde sur un juge qui m'avoue que peut-être elle a pas bien vu. Le pire truc à faire quand t'es le truc où tu te dis, mais où est l'avantage va au skieur de bénéfice du doute. Et là, moi, je l'ai pris un peu dans la face, parce que ça aurait été une fois, voilà, c'était la 3e fois de suite où je faisais 2e. Sur des trucs où c'était pas forcément super clean, donc ça a été un peu dur à vivre. Tu dirais que ça a évolué maintenant avec toutes les caméras, tous les logiciels qui existent pour mieux juger, ou finalement il y a encore des problèmes de... Tant qu'on fera des sports à jugement humain, il y aura des problèmes de jugement, des problèmes d'interprétation. C'est compliqué. On essaie de compenser en fait par la technologie. Alors ça peut aider, mais ça fait pas tout. Et puis on a aussi une manière de juger, je trouve, qui est différente en Europe des États-Unis. Donc et ça a toujours existé et ça continue à exister. Où finalement, quand on est skieur européen et en particulier français, on a des juges qui sont extrêmement exigeants en France et en Europe. Alors en soi, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que si on se dit tout le monde a les mêmes critères de jugement dans le monde entier, et donc c'est la règle du jeu, c'est comme ça, et ce qui est mieux. Donc moi je suis pour. Sauf que en fait, la manière dont ça se traduit au quotidien, c'est on est jugé en France de manière ultra sévère, et aussi en Europe. Aux États-Unis et en Amérique du Sud, c'est plutôt on laisse tout passer. Et puis, quand on se rencontre sur des grands championnats internationaux, y a un peu 2 camps qui s'affrontent, et avec au milieu en plus une sorte, alors c'est mon analyse psychologique à 2 balles, mais des juges européens en fait qui veulent laver plus blanc que blanc. Donc, quand toi tu es skieur européen, sur un championnat important, tu vas avoir en gros les jurys étrangers qui sont contre toi, pas contre toi, mais qui vont te juger un peu de manière sévère. Hein. Un juge américain ou un juge biélorusse, tu sais qu'il va rien te laisser passer, et qu'il va plutôt laisser passer les trucs à ses skieurs. Et par contre, le pendant, c'est même pas que nous, nos juges européens, ils vont plutôt nous laisser passer des trucs. Eux aussi, ils vont être sévères. Donc en fait, tout le monde est sévère avec nous. Donc à l'arrivée, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est soit tu chouines et tu dis gna gna gna, c'est pas sympa, c'est pas gentil, tu pleures et puis tu continues à perdre, ou alors tu prends en compte le truc et tu te dis faut te distancier des autres. Donc moi j'avais un concurrent à battre qui faisait 11 500 points, je savais très bien que le parcours à aligner pour être sûr.
C'était pas 11 600, mais c'était 12 000 ou 12 400. Mm. Me mettre à l'abri d'une figure ou deux en fait de mon concurrent direct. Donc comme ça, même si on me sac une figure, ça passe. Ok, c'est une bonne stratégie. Ouais, quand on peut maintenant, quand je vois le niveau, comment il se resserre, et voilà, quand on sait qu'on joue à des écarts de 30 ou 50 points, pas toujours évident de mettre 500 points à ton concurrent. Ouais. Ok. Après ça, je crois que tu gagnes aussi les Jeux mondiaux, les World Games. J'ai gagné les World Games en 97, ouais. Donc ça, c'est une belle expérience, compétition multisport. Donc ça nous change, c'est ce qui se rapproche de plus des JO pour nous, athlètes du ski nautique. Donc très belle expérience. C'était en Finlande quand je les ai gagnés. Donc ouais, belle compétition. Il y a quelques compétitions comme ça qui ont pu me marquer dans ma carrière. Il y avait celle-là, les Jeux mondiaux. L'US Masters, c'est quelque chose d'assez particulier. Ouais. L'ambiance à Callaway Garden, c'est le temple du ski nautique. Et tout est fait pour que ce soit un super événement. Donc, l'US Masters, alors, pour des raisons que je ne sais pas expliquer, en fait, j'étais un peu comme à la maison là-bas. Donc, je m'y suis senti toujours très à l'aise. J'ai gagné 9 US Masters, donc, dont 5 d'affilée en figure. Ça n'a jamais été fait en figure de gagner 5 fois de suite là-bas. Donc ça, c'est un de mes derniers records qui tient sur ma carrière. J'ai été le premier à faire 12 000 points là-bas. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez magique à Callaway qui fait que ça se passait plutôt bien pour moi. Ouais. Une autre compète par contre que j'ai eu beaucoup de mal à gagner, c'est l'US Open. Alors ça, c'était ma bête noire. J'ai dû en gagner 2 sur toute ma carrière péniblement. Après, dans les compétitions assez emblématiques, il y a les Mumba. Melbourne, l'ambiance, le carnaval de Melbourne, en fait. Et, en fait, les gens, ils viennent pas pour voir du ski nautique, ils viennent pour faire la fête pendant le carnaval. Et puis, comme on fait du ski nautique au milieu, ils s'arrêtent sur la pelouse, ils mangent une glace, ils se prennent au jeu. Et ça donne un truc qui est assez fantastique. Et moi, à chaque fois que je vois des images du Mumba, j'ai un peu des frissons. Je trouve ça super sympa. Et l'événement qui a été la compétition qui a été la plus emblématique pour moi, alors ça paraît pour rien, c'est le championnat d'Europe en 91. C'était à Poti. Alors Poti, est-ce que tu sais où c'est? Pas du tout. Poti, c'est une ville de Géorgie soviétique à l'époque. Ok. Donc paumé dans le fin fond de la Pampa par là-bas. Il y a un très beau plan d'eau de ski nautique. Et pour aller là-bas, la Fédération internationale a fait affréter un avion où toutes les équipes sont parties ensemble. Alors heureusement qu'il ne s'est pas craché parce qu'on atomisait le ski nautique européen pendant toute une génération. Mais donc on avait un vol affrété, on allait se poser sur un aéroport militaire juste à côté de ce plan d'eau. Et sur place, ça a été royal en fait. Les autorités faisaient tout pour que ce soit un grand événement. Donc ils avaient affrété toutes les populations du coin par bus qui arrivaient tous les matins pour la compétition. Tu as un plan d'eau un peu comme celui-là, donc tout bien cadré. Donc on avait à peu près 100 000 personnes sur les berges tous les jours. Waouh. Ok. Qui ont appris à nous connaître, à qui ils avaient tout bien fait, distribué des pamphlets qui expliquaient qui on était, comment on s'appelait, quel est notre titre, et les gens criaient notre nom. Ouais, c'est ouf. C'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais connu ça ailleurs dans le ski nautique. Et on a passé une semaine de dingue. Et la petite histoire à la fin, c'est qu'en fait, c'était en août de 91, et au moment où il y a eu la sorte de putsch, de coup d'État contre Gorbatchev, et on a été le dernier avion à quitter l'espace aérien russe. Les gens à Vienne, quand on a atterri, en fait, l'aéroport, on a été escorté par des chasseurs. Ils savaient pas d'où on venait, quoi. Ils se disaient, mais c'est quoi cet avion qui arrive du RSS, et c'est ouf. On sait pas d'où il arrive, quoi. Donc, on a eu de la chance aussi de pas se faire abattre comme par les chasseurs. Ouais. Mais voilà, on est arrivé, on était un peu les zombies, les gens un peu bizarres qui arrivaient d'on sait pas où. Ouais, ok. Excellent. T'en as d'autres, des petites anecdotes comme ça, de compètes qui t'ont marqué? C'est toujours sympa. Compètes qui m'ont marqué, on en a fait des trucs sympas. Il y a eu les quelques US Open à Disney. Ok. Donc, à Disney, à Orlando. Donc ça, pareil, des super
des super souvenirs. C'est des endroits en fait où on n'a pas l'habitude de venir faire du ski nautique et il y a eu toute cette période qui était vachement sympa de la Coupe du Monde organisée par Kuno Richards là au niveau et Desberg qui ont vraiment porté à bout de bras en fait ce circuit de Coupe du Monde où on allait justement alors sur des plans d'eau qui étaient absolument pourris et inskiables. Ouais. C'était l'horreur, c'était l'enfer. Mais au milieu de on faisait des vrais shows avec du vrai public Ouais. et une vraie ambiance. Et moi, je pense que le ski nautique, ça doit être ça. Mm. Faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre la compétition sur le lac privé parfait dans des conditions idéales et puis le fait de démocratiser notre sport, de l'amener devant pour qu'il trouve son public. Donc avec la Coupe du Monde, on est allé en Russie, en Chine, au Qatar, en Australie. On a fait un peu le tour du monde. Et avec en plus une formule qui pour nous athlètes était géniale, c'est qu'en fait tout était payé. On avait une contribution à notre voyage. Donc le billet d'avion, on avait 1 000 € pour payer notre billet d'avion. Donc c'était très large. Sur place, on était pris en charge hôtel, bouffe et on était 12 skieurs invités et le 12e prenait quand même du cash price. Ouais. Tu rentrais avec 200 $ dans la poche, même si tu avais fait dernier. Donc c'était quand même très sympa comme période. Ok. À l'époque, il y avait des sponsors, j'imagine, qui pouvaient financer ce circuit de Coupe du Monde. C'était qui? Bah alors les sponsors en titre, c'était Mastercraft qui a mis beaucoup d'argent sur ce circuit et c'est surtout les villes qui nous accueillaient qui finançaient en fait. Voilà, c'était des petites villes un peu en marge dans leur pays qui cherchaient à faire de l'animation pour dans le cadre de festivals, de trucs comme ça. Donc on avait une Coupe du Monde c'était en Corée. Corée du Sud. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Et c'était pendant les jeux, un festival multisport, type quasiment des mini-JO qu'ils avaient fait. Et le ski nautique avait été invité à cet événement et on avait participé dans le cadre de ce truc-là. Donc c'était pareil, ça te fait voir des trucs différents que tu penses pas pouvoir forcément vivre dans un sport comme le ski nautique. Ok, donc tout ça un peu jusqu'au milieu des années 2000. Alors ça m'a amené quasiment jusqu'à ma fin de carrière en fait. Jusqu'à 2010-2011, il y avait encore des circuits de Coupe du Monde. Donc moi j'ai jonglé, je faisais saison après saison tout ce qu'il y avait à faire comme compétition tout en gérant en parallèle ma carrière professionnelle. Donc pas toujours évident de jongler. Mais je pense que c'était un bon équilibre aussi. Je pense que j'aurais fait que du ski nautique, je me serais peut-être épuisé. Ouais, je comprends. Et alors, donc, tu as parlé de ta première femme avec qui tu as eu des enfants en Afrique du Sud, c'est ça? En Afrique du Sud, oui. Donc, l'Afrique du Sud est devenue en fait une base arrière d'entraînement. Donc, comme je l'ai dit au début, moi j'ai passé assez peu de temps en Floride finalement par rapport à d'autres skieurs. Donc, moi l'hiver, j'allais plutôt en Afrique du Sud. Pour m'entraîner seul et avec des stagiaires aussi, parce que en parallèle, on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi mis pas mal la main à la pâte sur le coaching de toute une génération de skieurs qui venaient avec moi s'entraîner en Afrique du Sud. Donc c'était assez dépaysant et assez sympa. Il s'est fait des trucs en figure qu'on faisait là-bas. Il y avait une émulation assez fantastique. De tout pays, pas que des Français? J'ai amené à peu près tout le monde, mais surtout des Français. Toute la génération de nos figuristes bien connus, il y en a pas un qui n'est pas passé par l'Afrique du Sud. Okay. Je pense que commencer avec un des premiers, c'était Franck Desboyaux. Derrière, j'ai eu Pierre Ballon, très petit, Alexandre Poteau, les Daillans sont venus skier avec moi, Clémentine Lucine pendant des années. En fait, toute personne. Voilà, j'ai oublié Marion Hainaut, Iris Cambrai. Il y avait une émulation, un truc. Ça se tirait vraiment la bourre et c'était assez sympa. Ok. Et du coup, l'Afrique du Sud. Alors, comment tu reviens maintenant à Toulouse? Comment t'es arrivé à Toulouse? Alors, comment je reviens à Toulouse? Alors,
moi, quand je me suis marié, on s'est installé en France avec mon ex-femme. Et puis, quand c'est parti en cacahuète, elle a pris ses gosses sous les bras. Elle est repartie en Afrique du Sud. Donc, pendant quelques années, j'ai essayé de faire marcher le truc en faisant des allers-retours, en demandant à Orange d'être en télétravail à l'autre bout du monde pour essayer de sauver le soldat Ryan. En fait, finalement, ça n'a pas marché. Ouais. Et puis, par opportunité professionnelle, moi je travaille en région parisienne officiellement. On m'a proposé de prendre une équipe sur Toulouse. J'ai dit c'est sympa Toulouse, il y a des plans d'eau au moins, je sais que je vais pouvoir m'entraîner. Et donc j'ai débarqué en 2006 à Toulouse et je me suis installé. Alors j'avais la flemme de chercher un appart et comme j'étais très pote avec JB Fézy, j'ai dit l'appart là où tu habites ça a l'air sympa, il n'y a pas d'autres apparts dans la même résidence. Et en fait on a été voisins avec JB quand je suis arrivé Toulouse. Quand je suis arrivé à Toulouse, on a été voisins pendant quelques années et on skiait chez Vincent Soubiron à côté. Donc ça a été un nouveau chapitre en fait d'entraînement, de compétition à partir de 2006. Ok. Jusque-là, donc toi, tu as pris la direction plus coaching après ta carrière professionnelle, enfin sportive, on va dire. Alors le coaching était vraiment en parallèle, parce que moi j'ai commencé à accompagner des skieurs très très tôt. C'était une passion dès que j'étais gamin. En stage d'équipe de France des U14 là avec Jean-Michel Caux dans le bateau, je montais dans le bateau avec Jean-Michel et j'écoutais les conseils qu'il disait. Jean-Michel il m'a toujours dit toi t'as un petit truc sur le coaching, arrête pas de le faire. Et donc j'ai toujours aimé transférer cette passion et oui, je l'ai fait pendant tout le temps que je skiais. Et puis quand j'ai arrêté, j'ai continué parce qu'en fait moi je suis un passionné du ski. J'aime bien coacher plutôt hors saison. J'aime pas être dans la lumière en fait du coaching. J'ai pas envie d'être là aux compétitions à leur tenir la main. Moi mon boulot c'est de leur apprendre des trucs. Et puis de les rendre autonomes sur les compétitions. Je veux surtout pas qu'un skieur soit dépendant de moi ou de mon coaching. Et c'est comme ça que Joël m'entraînait quand j'étais petit. En fait, il faisait skier pendant une semaine. Après, il me laissait me débrouiller. Je retournais faire mes gammes, faire des heures de ski avec mon père. Et je trouvais que c'était ça la bonne méthode en fait. Parce que le skieur qui marche au conseil et qui est sous perfusion de conseils en permanence, ça peut pas marcher. Ouais. Si le coach tu le retires sur une compète parce qu'il n'est pas dispo, là, l'athlète il est perdu peut-être. Ouais, si l'athlète est perdu. Donc juste au contraire, moi j'aime bien bosser. Et en plus, pas dire que les compétitions ça m'emmerde, mais c'est pas ce qu'il y a de plus drôle dans le sport. Moi je préfère largement être dans le bateau au quotidien, à m'éclater, à leur apprendre des nouveaux trucs, à voir leur sourire quand ils posent un nouveau flip, une nouvelle figure, plutôt que d'être... Il n'y a rien de plus beau en fait. Si je devais choisir entre un de mes skieurs pose une nouvelle figure ou un de mes skieurs gagne un titre de champion d'Europe ou de champion du monde, je préfère qu'il pose une nouvelle figure. Je prends plus de plaisir à ça. Ça marche. Et du coup, maintenant, tu coaches ta propre fille, c'est ça? Je coach ma propre fille, à Muret, ici. Ouais. Et comment ça se passe? Alors, comment on vit ça quand on est papa et qu'on transmet sa passion et qu'on coach tous les jours? Alors, en expérience de coaching, comme je le dis, j'avais quasiment plus de 20 ans d'expérience de coaching derrière moi. Et là, je coach ma fille. Et un truc, la première compétition, elle m'a tanné pour l'amener à une compétition. Je l'ai amenée, c'était en 2021, je crois, à Bombane, pour sa première compétition qui était le championnat de Ligue Aquitaine. Le RIC, pas beaucoup d'enjeux quand même. Et j'étais stressé comme j'ai jamais été stressé. J'étais sur des pontons de départ de championnat du monde avec des athlètes que je coachais. J'ai jamais eu le stress que j'avais ce jour-là. C'est trop mignon. Ça a été les montagnes russes émotionnelles. Ça commençait par le saut. Elle a raté ses 3 sauts à la première manche. Elle est sortie en larmes. C'était la fin du monde. Moi, je culpabilisais. Et puis elle s'est ressaisie d'elle-même. Deuxième manche, elle pose ses 3 sauts. Les gamins qui étaient là-bas lui font une standing ovation au moment où elle revient. Le lendemain, elle fait ses 2 parcours de figure. Elle fait 1000 points. Elle était contente. Et en fait, le dimanche soir, j'ai appelé mes parents. Et j'étais quasiment en larmes. Je leur ai dit, je
suis désolé de vous avoir fait vivre ça en fait pendant des années. En fait, je m'étais pas rendu compte. Ouais. Je m'étais pas rendu compte de ce que pouvait faire sur un parent en fait le fait de suivre d'être là sur une compétition avec lui. Donc et encore aujourd'hui, je suis largement plus stressé quand elle doit partir sur une compétition que quand c'était moi. Mhm. Moi, au moins, voilà, en fait, j'avais mon sort entre mes mains. C'était à moi de faire le truc, et puis si je me ratais, c'était pas grave, je m'en prenais à moi-même, alors que d'être dans le bateau, assis, à regarder ça, et à croiser les doigts pour que tout se passe bien, et si ça se passe mal, de rien pouvoir faire, c'est un sentiment horrible. Ouais, je comprends, c'est mignon. Du coup, c'est quoi la suite pour l'instant? Pour l'instant, c'est elle qui décide, et puis elle se fera sa life de La skieuse. suite, pour moi, je veux qu'elle continue le ski pour le plaisir. Voilà. Je suis pas comme certains parents parfois qui vivent leur carrière sportive au travers de leurs enfants. Moi, j'ai eu la chance de faire tout ce que je voulais faire dans le ski nautique, de gagner tout ce que je voulais gagner dans le ski nautique. Donc j'ai rien, j'ai des regrets, mais aucun remords. Et pour elle, je veux que ce soit avant tout un plaisir, zéro pression de devoir faire une carrière comme la mienne. Elle ira où elle veut, autant qu'elle veut. Et si un jour ça la passionne moins, qu'elle a pas envie d'en faire autant, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Le ski nautique lui a déjà apporté aujourd'hui, alors même qu'elle démarre sa carrière, énormément en termes de maturité, de manière de se gérer, d'autonomie quand je la compare à d'autres gamins du même âge, et pas que elle, mais tous les enfants sportifs, des gamins qui se concentrent à fond sur un sport, ça en fait de belles personnes, de bons êtres humains, quoi. Ouais. C'est des gens, moi, que j'ai envie de voir et de côtoyer. Je suis ultra fier de tout ce qu'elle fait, donc voilà, à son âge, avoir cette maturité, cette autonomie, d'être quasiment bilingue, français-anglais, de côtoyer des gamins étrangers, tout ça, de toute façon, c'est un bagage qui va lui servir dans sa vie. Donc, moi, je suis pas coach, je suis juste parent. Je veux que ma fille réussisse dans la vie, et j'essaie de lui donner toutes les armes, tous les outils dont elle aura besoin. Trop cool. Et du coup, je vois qu'il y a pas qu'un ski de figure, il y a aussi des skis de saut, t'en as parlé. Ah, quelle horreur, quelle horreur, voilà. ce truc-là. C'est quoi, les 3 disciplines du coup Alors, elle a fait les 3 disciplines jusqu'à maintenant. Le slalom, c'est un truc qu'elle a jamais vraiment accroché. Et on a fait l'effort. On a fait l'effort l'année dernière. Moi, je l'ai confié à Vincent Soubiron, là, qui a un œil technique et un savoir-faire avec les gamins qui est assez fantastique en slalom. Je me suis dit, on va se donner toutes nos chances. Elle va skier avec Vincent pour voir ce que ça donne en slalom. Vincent l'a amené à progresser, voilà, le jour et la nuit entre le début et la fin de la saison. Par contre, elle part de très très loin, et surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'elle ne prend pas de plaisir à slalomer. Donc on a pris la décision la fin d'année dernière d'arrêter le slalom, de se concentrer sur ce qui lui procure du plaisir. Quand on est athlète, c'est de bien travailler ses points faibles, mais à un moment, faut pas faire d'acharnement thérapeutique. Donc le but, c'est de se faire plaisir avant tout. Donc là-dessus, on se concentre sur les figures et sur le saut. Donc les figures, moi j'ai tout le moyen de l'accompagner. En saut, je la fais sauter avec Christophe Duverger, qui est le parrain d'un de mes enfants. Voilà, le ski nautique, c'est ça aussi, c'est des potes pour la vie. Et le saut, pas dire que ce soit ma discipline préférée. En plus de tout le reste, il y a la peur en fait de la blessure, du crash. C'est quelque chose. Moi, j'ai arrêté le saut très tôt suite à une blessure. Donc on connaît les risques. Elle, de toute façon, elle le fera avec ou sans moi. Donc autant que je sois là en support, en support maximum pour que ça se passe bien. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du club ici à Muret? Quel engagement tu as jusqu'ici? Alors, le club ici, c'est un club associatif. Donc, et ça, c'est
c'est une opportunité fantastique pour nous. Le club aide beaucoup à l'entraînement des jeunes, à la prise en compte de la partie compétition pour les licences, leur inscription à certaines compétitions. Ils font des stages avec les jeunes et avec un coût de pratique très très abordable. Donc moi, quand je vois ce que coûte le ski nautique aujourd'hui, si on n'avait pas ce club associatif, j'aurais pas les moyens, même avec un salaire de cadre supérieur et ma femme qui travaille, on n'aurait pas les moyens de faire du ski nautique à notre fille. Donc ce tissu associatif est obligatoire si on veut que le ski nautique survive en France et même dans le monde. Hein. Je vois pas quelle famille, à part certaines familles très très riches, peuvent se permettre de sortir entre 60 et 80 euros à chaque entraînement. Quand on sait ce que nécessite en entraînement le fait de se préparer sur 3 disciplines. Et une fois qu'on s'est entraîné, on n'a pas commencé à voyager pour les compétitions, à acheter du matériel. Donc ouais, faut pas se le cacher, le ski nautique est un sport d'ultra riche aujourd'hui. Ouais. Donc avoir encore des clubs associatifs qui permettent de pratiquer à moindre coût, c'est et en plus à 8 minutes de la maison, comme je disais tout à l'heure, c'est génial, quoi. Ouais. Justement, quelle vision, toi, qu'a vécu peut-être l'âge d'or du ski nautique aujourd'hui alors, l'âge d'or, il paraît qu'il était avant moi. Ah, c'était la génération d'avant, l'âge d'or. En fait, chaque génération dit que la génération d'avant, c'était l'âge d'or. Donc, je suis assez dubitatif sur l'avenir du ski nautique vu les coûts associés. Hein. J'ai dit, si on n'est pas ultra riche aujourd'hui, on n'est pas capable de s'entraîner correctement. Donc, il y a un peu les quelques arbres qui cachent la forêt en termes de niveau, en fait. Il y a quelques athlètes qui trustent un peu le très haut, donc les Sud-Américains. On a quelques familles en Europe qui sont dans le coup. En France, on a la famille du plan Fribourg qui nous met 3 skieurs strike sur le podium des championnats du monde. Voilà, des trucs comme ça. Mais derrière, ça cache un peu une baisse très forte de niveau. Quand on regarde le niveau, les scores au championnat d'Europe et au championnat du monde des skieurs européens, ça fait un peu peur. Ouais. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a tout un milieu où il n'y a plus rien. Ouais. Donc ça, j'espère qu'on va réussir à redynamiser ça. J'ai pas de solution miracle. Mais quand on regarde ce que je disais, les quelques très bons, quelque chose qui est symptomatique, et j'en suis même pas fier, j'en suis même triste, c'est je suis aujourd'hui vice-champion de France Open de figure. Voilà, l'année dernière chez Vincent, au championnat de France, j'ai participé parce que j'habitais à 5 minutes à côté. On était 4 skieurs sur le ponton de départ en figure, 3 en finale, le 4e même pas skié en finale, et je fais 2e. Ça me rend triste en fait. Ça me rend triste. Je pourrais dire super, encore un titre de vice-champion de France. Non, ça me fait pas, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas de voir quand on est arrivé là, savoir que en 2011, je crois que dans les années 2000, entre 2008 et 2011, quand il y avait Pierre, Alex, les Dayan, Franck, déjà on avait 2 séries complètes en figure pour déjà aux éliminatoires. Et en finale, si tu tapais pas 11 005, t'étais pas sûr de gagner. Ouais. C'était voilà, on parle de l'âge d'or. On a eu une génération dorée. Voilà, à cette époque-là, c'était fantastique. Et chez les garçons, c'était ça. Tu regardais le podium des championnats d'Europe, championnats du monde, tu calais au moins 2 skieurs français sur tous les podiums et en figure. Et chez les filles, on avait Marion Hainaut, Marion Mathieu, Iris Cambrai, Clémentine. Il y avait un niveau français en figure qui aujourd'hui, on a encore quelques très très bons figuristes, mais vraiment, de relève, ça se compte sur la moitié des doigts d'une main. Ok. Et du coup, peut-être comme tu le disais, une solution, c'est justement d'avoir des clubs associatifs qui permettent encore de faire pratiquer
à moindre coût. C'est Ouais, peut-être, voilà, ça peut aider. Faut redémocratiser un peu ce sport, ou alors je sais pas, se dire que le ski nautique bateau est mort et que la voie elle passe par ailleurs, par du câble, j'ai pas de solution miracle en fait. T'as déjà fait un petit peu de ski de figure en câble? Ouais, moi, généralement quand on est en vacances, on aime bien se faire des petits tours dans les câbles et moi j'aime bien le faire avec le ski de figure. Je trouve ça Ouais. sympa. Et j'ai aussi fait pas mal de wakeboard, parce qu'on s'en a pas dit, c'est que dans le palmarès, j'ai quand même été champion d'Europe de wakeboard. J'ai fait un passage par le wakeboard bateau dans la fin des années 90, hein. Donc avec un titre de champion d'Europe. Et à l'époque, j'ai choisi d'arrêter le wakeboard parce que je pouvais pas faire les deux en même temps et ça devenait trop compliqué. Le wakeboard évoluait tellement vite à ce moment-là, si je faisais pas que ça, en fait, j'aurais été très vite distancé, donc ça servait à rien de s'entêter. Et donc ouais, moi j'ai fait du wake, du wake bateau, du wake câble, des figures au câble. Moi je suis un passionné de la glisse. Moi, tout ce qui est un truc qui te tracte, qui te permet de glisser sur l'eau, pour moi c'est le kiff absolu. Et dans les sports passion que je pratique aujourd'hui, je m'étais mis au kitesurf, donc glisser sur une planche sur l'eau et faire des sauts. Et puis là maintenant il y a toute la génération des planches à foil qui arrive. Donc moi je fais du wing foil maintenant, c'est mon nouveau kiff. Et avec cet état d'esprit toujours un peu, c'est des disciplines un peu de figures. En fait on apprend des figures, des trucs, ce truc d'essayer un truc 10 fois, de finir par y arriver. Là t'as la banane, c'est le vrai petit plaisir. Ouais, j'ai vu que tu te mettais pas mal au foil et t'en fais aussi derrière le bateau avec la vague. Ouais, c'est le foil. L'avantage c'est qu'on en met derrière tout ce qu'on veut, hein. Et quand j'attaque un sport un peu acrobatique comme ça, moi l'objectif dans ce sport, c'est d'arriver à faire un saut périlleux. Ouais. Donc un saut périlleux en figure, un saut périlleux en foil derrière le bateau, un saut périlleux en wing foil. Je faisais même des sauts périlleux en e-board. Je l'ai posé, le saut pér en e-board. Derrière le bateau? Derrière le bateau, Ah ouais. ouais, ok. Donc ce saut pér en e-board, à l'époque, Reflex avait sorti ce qu'ils appelaient les twin skates. C'était des espèces de mini skis de figure. Pareil, je faisais des relais et des front flips derrière le bateau avec ces trucs-là. Donc moi, j'ai toujours eu envie de mettre la tête en bas dans tout ce que j'essayais. Ok, et là, t'arrives à faire des backflips avec le foil accroché dans la vague du bateau? Ouais. Ah ouais, stylé. Voilà. Trop bien. Ok, je regarde juste le temps. Maëlys qui commence Maëlys, elle est en combinaison. à bouillir. Elle commence à bouillir. Ça va, t'es bien échauffé? Ouais, c'est bon. En plus, les conditions sont nickel, il n'y a pas de Là, vent c'est là. parfait, pas de vent. Le bateau est prêt, il est chaud. Trop bien. Alors, j'ai une dernière question. Une question que je pose à tous les invités, c'est qui t'aimerais que j'aille interviewer pour faire un nouvel épisode? Tu as le droit à autant de personnes que tu veux. La seule règle, c'est qu'il faut t'expliquer pourquoi. Ce serait bien d'aller interviewer celle-là. Il y a Maëlys qui me dit moi. Non, t'es trop jeune. Toi, t'es T'as trop pas jeune. encore assez de choses à raconter. Alors, on se limite à des Français? Non, ah bah non. Ah, Peut-être qu'un jour, il faut. Je suis pas super fort en anglais, mais ce serait cool de faire des anglophones aussi. Maëlys. Maëlys, elle est anglophone aussi. Moi, il y a quelqu'un alors il est colombien, c'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant des années, c'est Camilo Espinel. Ok. Donc un coach colombien, mais qui travaille aux États-Unis depuis des années, avec qui je me suis entraîné, que j'ai mis Maëlys avec lui là quand on était en Floride au mois de février. C'est quelqu'un qui est assez exceptionnel dans son approche du ski nautique et de sa manière d'accompagner les skieurs. Il est complètement en rupture par rapport à tout ce qui se voit ailleurs. Ok. Et alors Camilo, au niveau de son CV, hein, c'est quand même quelqu'un qui a coaché successivement en tant que champion du monde Corey Picos, Kyle Peterson, Jimmy Simmers, moi, Alexei. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un super savoir-faire, un œil assez fantastique et moi que j'adore. Donc voilà. Après dans les Français, je sais pas si tu as interviewé Christophe déjà. Non.
Voilà, ça Ouais, pourrait valoir le coup parce qu'il a une carrière super intéressante, Christophe. Du Verger. Ouais, Christophe Duverger, avec un parcours qui sera raconté beaucoup mieux que moi, mais je pense que quand il était tout petit, quelqu'un aurait regardé lui et sa famille, personne n'aurait imaginé qu'un jour il fasse carrière dans le ski nautique et arrive là où il est aujourd'hui. Ouais. Donc ouais, clairement Christophe, quelqu'un de super intéressant Écoute. à rajouter à ta liste. Ok. Bah écoute Nico, merci beaucoup pour l'accueil ici à Muret, pour ce temps que tu m'as accordé. Merci Maëlys aussi d'avoir patienté. À bientôt, merci beaucoup. C'était Avec trop bien. plaisir. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!